Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Et comme vous pouvez le constater, dans cette nouvelle saison, vous allez avoir le plaisir de voir ce qui se passe à l'intérieur du podcast. Donc, on est passé d'un mode audio à un mode audio-vidéo. Donc, nouvelle saison avec de nouveaux invités et une nouvelle formule. Donc, le podcast s'adresse directement à vous, leaders en entreprise, gestionnaires, propriétaires d'entreprise, afin de vous présenter à l'intérieur de nos podcasts des invités qui viennent partager en toute transparence, en toute humilité, leur parcours intéressant, qui viennent parler d'eux, qui viennent parler des défis, des obstacles, des embûches qu'ils ont vécues pour faire en sorte d'en arriver là où ils sont dans leur cheminement professionnel. Donc, ça s'adresse à vous. On va parler de compétences, on partage des idées, on partage des stratégies et également on amène des réflexions profondes à l'intérieur de notre mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, le tout premier invité de cette nouvelle saison est Rémi Carrier. Donc, Rémi Carrier, l'agriculteur urbain, donc une entreprise qui est située en plein cœur de la ville de Québec et on parle d'agronomie, d'agroalimentaire avec une entreprise innovante et un personnage qui se cache derrière Rémi Carrier qui est aussi innovant, intriguant. Et Rémi, il a un parcours vraiment très intéressant, un parcours qui l'amène aussi à pouvoir vulgariser le domaine de l'agriculture, le rendre accessible pour tout le monde. Et dans le cadre de notre podcast aujourd'hui, il va nous parler de son parcours d'agronome à entrepreneur. Il va nous parler des défis et des opportunités qu'il a rencontrés tout au long de son parcours et sa vision d'un modèle d'affaires tout à fait unique dans le domaine de la production agricole. Donc, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'accueillir Rémi Carrier. Bonjour, Rémi. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, je vais très bien. Merci de m'inviter à ton podcast. Ah, c'est bon, ça. Puis là, je vais te poser une petite question en commençant. T'as-tu bien dormi cette nuit? Non, mais ça n'a rien à voir avec le podcast. Il y a des soirs comme ça où notre cerveau divague et on dort pas bien. Il faudrait peut-être que je regarde du côté des neurosciences la cause de ça. Ah, c'est bon. Et fort probablement, mais comme tout entrepreneur, il y a des idées qui circulent. On pense en début d'année à des stratégies, on pense à de l'innovation, on pense à travailler sur des projets. Puis ça fait activer notre cerveau. Puis des fois, ça peut amener des nuits de sommeil moins profond. Ça m'arrive régulièrement, ça m'arrive occasionnellement de me lever la nuit pour aller prendre une note d'une idée que j'ai pour être sûr de m'en souvenir le lendemain. Tu vois, hein? On sait c'est quoi un entrepreneur, un vrai de vrai. Donc, Rémi, sans plus tarder, on va s'attaquer au vif du sujet puis vraiment parler de toi, là. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'agriculture puis comment cette passion-là s'est développée chez toi? Bien, moi, je viens de Lévis, mais je viens du secteur agricole de Lévis, donc le chemin des îles vers les terres. Donc, quand j'étais petit, c'était un champ de vaches qu'il y avait derrière chez moi. J'ai eu à faire les foins avec les voisins. Je baignais un peu dans un milieu agricole, mais ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait nécessairement. J'aimais la biologie, j'aimais les sciences, tout ça. Et je suis ramassé au cégep comme à peu près tout le monde en ne sachant pas quoi faire. Fait que je me suis inscrit en chimie-biologie. Chimie, bio, sciences, ça va bien. Mais c'était pas du tout pour moi, travailler en laboratoire. Donc, à un moment donné, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai vu qu'il y avait... dans ma famille, on a le pouce vert. Mon grand-père avait le pouce vert, il y avait des fleurs, ma mère aussi. Puis je dis, tiens, je vais aller travailler, je vais aller étudier en horticulture. Comme ça, je vais travailler dehors, ça va être le fun. Et je me suis lancé à l'ITA de la Pocatière, donc l'Institut de technologie agroalimentaire de la Pocatière. Et c'est une école d'agriculture, donc la plus ancienne école d'agriculture en Amérique du Nord. Et là, j'ai découvert une passion pour l'agriculture. Je ne savais pas que c'était ça que je voulais faire, mais j'ai découvert un monde de possibilités et j'ai adoré ça. Et là, j'avais la piqûre, je voulais faire l'agriculture.
Quand j'ai terminé ma technique, je me suis ramassé en environnement plus industriel. Donc, j'ai travaillé en décontamination du pétrole avec des bactéries. Donc, imaginez, on fait un tas de terre, on le fertilise dans un sens, puis les bactéries dégradent le carbone des hydrocarbures. Mais même si c'est une bonne technologie, c'est un milieu qui est très... je me suis rendu compte que je travaillais plus en environnement que pour l'environnement. Et ça, ça jouait un petit peu sur mes valeurs. Donc, je me suis dit, je vais aller faire de la vulgarisation scientifique, quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Alors, je suis allé faire un certificat en journalisme. Et ça, quand j'étais petit, par contre, la Semaine verte, ça m'intéressait bien gros, puis j'aurais bien aimé animer cette émission-là. Dans le temps, je pense que c'était Yvon Leblanc qui animait la Semaine verte. Et pendant que je faisais mon certificat en journalisme, je me suis fait offrir un poste. En fait, je me suis fait offrir, j'ai postulé sur un poste de technicien à l'IRDA, l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Et travailler en recherche, j'ai bien aimé ça. Donc, j'ai mis de côté un petit peu le journalisme. J'en ai fait un peu par la bande, là, mais sans plus. Et j'ai travaillé une bonne dizaine d'années comme technicien. Et j'ai fait mon bac en agronomie à temps partiel. Et quand j'ai terminé mon bac en agronomie, j'ai eu des possibilités d'aller travailler au ministère de l'Agriculture. Donc, j'étais allé au ministère de l'Agriculture. Et là, c'était les coupes de M. Couillard. Et vu que j'étais le dernier rentré, premier parti, si on veut, et j'avais pas nécessairement envie de me battre pour rester dans la fonction publique. Pas que j'aimais pas ça. Les gens qui sont là sont très compétents, les professionnels, mais je trouvais que la politique se mêlait un peu trop de ce que les professionnels suggéraient. Donc, tu connais ton dossier, mais c'est pas toi qui vas défendre ton dossier. C'est ton patron qui va aller voir le sous-ministre. Il y avait un peu trop de politique et je me suis dit non. Et là, j'approchais à l'aube de mes 40 ans. Qu'est-ce que je fais? Et en agriculture, avant 40 ans, on a de l'aide pour démarrer, puis après, on n'a plus d'aide. Donc, je me suis dit, c'est ma chance de partir de l'agriculture. Et comme tout le monde, je voulais une terre agricole, m'installer à quelque part, peut-être dans le Kamouraska. Ma blonde vient de Saint-Pacôme. Donc, mais on vivait en ville. Donc, je me suis dit, on pourrait faire un projet en ville parce que je savais que les technologies permettaient de cultiver en bâtiment. Et j'avais vu des projets un peu à l'international que je trouvais très intéressants en me disant, on peut sûrement faire ça ici. Donc, j'ai eu l'idée folle de vouloir partir un projet d'agriculture en ville. Mais là, quand on fait ça en ville, on fait ça où? Et je n'avais pas le 4 millions pour bâtir une grosse usine qui allait livrer des laitues partout au Québec. C'était pas non plus dans ma façon de voir les choses, de vouloir quelque chose de toujours plus gros, toujours plus cher, plus gros. C'est pas ça que je voulais, moi. La relève agricole, on n'a pas beaucoup de sous, puis les terres coûtent cher, tout coûte de plus en plus cher. Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas revenir à la base avec peut-être une ferme à échelle humaine? Et c'était ça qui a mindé tout le long, c'est de dire, si je produis en ville, je peux peut-être juste desservir localement, couper les intermédiaires, rapprocher l'agriculteur des consommateurs. Donc, c'était un peu ça l'idée que j'avais. Et je trouvais que c'était un non-sens de produire à Québec, couper les plantes, mettre ça dans du plastique, puis que ça finisse dans le fond du frigo en train de mourir. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait moyen de commercialiser les plants vivants à racines nues? Puis, on se comprend que si on fait de l'agriculture en ville, en bâtiment, rentrer des sols à l'intérieur des bâtiments, c'est un peu un non-sens aussi. Et c'est compliqué. Donc, l'hydroponie devenait automatiquement la voie. Mais l'hydroponie, je ne connaissais pas ça. Moi, j'ai étudié en sol. Je suis un spécialiste des sols à la base. Donc, je ne connaissais pas ça. Mais il faut savoir que dans le sol, la plante prélève ses éléments dans l'eau. Donc, qu'on appelle la solution du sol. Fait que c'est juste qu'il faut ramener la même chose en hydroponie. Alors, si je m'étais lancé en bovin de boucherie, par exemple, j'aurais eu un cartable d'à peu près 2 pouces d'épais avec toutes les informations sur qu'est-ce qu'ils mangent, comment le vendre, tout ça. En hydroponie, c'était beaucoup plus un petit fascicule à peu près... on a la caméra. Mettons un 2-3 mm de haut et pas très gros, où il expliquait des données générales, mais tout était à faire. Donc, c'était vraiment un défi de partir une nouvelle production en bâtiment. C'était un gros défi. Ça n'a pas été facile. Puis, je te dirais... à partir de quel moment, parce que, différentes formes d'études, puis je comprends que tu as une capacité de pouvoir vulgariser ton domaine aussi, mais à partir de quel moment, tu avais quel âge quand c'est devenu clair dans ta tête que c'était la direction que tu devais prendre? L'agriculture ou l'agriculture en bâtiment? Ah, c'est vraiment à l'ITA. À l'ITA? Oui, j'avais 22 ans à peu près, là. Donc, autour de 22 ans, j'ai fait des cours à l'école d'agriculture. C'est un milieu de vie qui était vraiment intéressant. Et c'est là que j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Ah oui. Puis,
né à Lévis, tu as grandi à Lévis. Donc, y a-tu de la fibre entrepreneuriale dans ta famille? Non. Non? Pas du tout. Ben, je dis pas du tout. En fait, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup des compétences puis des qualités entrepreneuriales plus qu'un profil fixe. Ouais. Donc, peut-être qu'il y en avait, peut-être de mon grand-père, il y en avait, mais non, il y avait personne qui faisait vraiment de l'entrepreneuriat. Bon, un oncle, peut-être qu'il y a une entreprise, des choses comme ça, là, mais proche Dans de la moi, famille non. directe, Pas là. dans la famille directe, non. Ah, c'est bon. Fait que, puis là, ça a germé. Là, tu as eu différentes expériences, mais de toutes ces expériences-là, de toutes les études que tu as faites, là, comment ça te sert, ça, aujourd'hui, dans ce que tu as développé? Bien, la vie, c'est pas une ligne droite, puis je pense qu'il faut pas non plus que ce soit une ligne droite. Puis quand on fait des croches, exemple, on étudie un domaine, on travaille en environnement industriel, on étudie en journalisme, à chaque fois qu'on fait un travail, même travailler dans un bureau à faire quelque chose qu'on n'aime pas, on acquiert, il y a des choses à aller chercher dans chaque projet qu'on fait. Et ça, tout ça s'accumule, puis un jour, ça peut nous resservir, même si on n'avait aucune idée, tu sais, on fait des mathématiques à l'école, puis on apprend l'air sous la courbe, puis on se demande à quoi ça va nous servir. Puis à un moment donné, on apprend que, si on veut mesurer la quantité de pluie qui tombe au sol, bien souvent, on va le mesurer avec l'air sous la courbe. Fait qu'il y a plein de notions qu'on apprend dans des milieux de travail différents. Surtout si on n'aime pas ça, moi, je conseille aux gens, là, profite-en pour apprendre parce que tu ne veux plus jamais refaire ça si tu n'aimes pas ça. Donc, acquiert ce que tu as besoin d'acquérir pour plus que ça se reproduise. Fait que d'avoir un chemin en zigzag, si on fait les choses comme il faut quand on les fait, ben on peut apprendre beaucoup de ça. Puis ça va nous servir d'une manière ou d'une autre. Cette vision-là de l'agriculture urbaine, hein, c'est venu à quel moment chez toi dans tout ce parcours-là? Au moment où je me rendais compte que j'allais pas quitter la ville pour faire de l'agriculture, puis que ma vie de famille était en ville et que c'était ça. Donc, je me suis dit, puis à l'IRDA, on travaillait déjà avec des systèmes où, sur mon ordinateur, je pouvais lire des données à l'île d'Orléans en temps réel. Donc, je savais que la technologie était rendue à un niveau où on pouvait paramétrer les choses à distance, faire des suivis. L'arrivée des LED a tout changé pour l'agriculture en bâtiment aussi. Parce qu'avant, les lumières qu'on utilisait, le taux de conversion de l'électricité en lumière était très faible. Fait qu'il y avait beaucoup de dégagement de chaleur. Fait qu'il fallait mettre les lumières loin de la plante pour avoir de l'efficacité. Mais plus on met la lumière loin, plus on perd d'efficacité. Donc, c'était pas possible vraiment de cultiver dans les bâtiments. Mais là, avec le LED, on pouvait rapprocher la plante très proche parce que le taux de conversion est très intéressant de l'électricité en lumière. Et le spectre lumineux des LED peut varier, puis on peut l'adapter pour la production. Puis à la base, le LED contient de la lumière bleue et la plante a besoin de lumière bleue quand on veut faire du feuillage, de la végétation. Donc, c'était un outil parfait et ça permettait de cultiver en étage. Donc là, on se dit, OK, on travaille en hydroponie, on a un réservoir d'eau qui achemine l'eau sur nos différents étages et on peut optimiser l'espace à l'intérieur d'un bâtiment. Et là, n'ayant pas les moyens de construire un gros bâtiment puis n'étant pas dans ce que je cherchais, je me suis dit, on va trouver un endroit inutilisé, qui ne coûtera pas cher de loyer, puis on va pouvoir produire puis expérimenter à cet endroit-là. Bon, le premier endroit qui ne coûtait pas cher, c'était le sous-sol chez mes parents. Ça, je m'en suis bien sorti. Je pense que j'avais un loyer d'1 piastre par mois, puis je me demande si je l'aurais payé. C'était plus symbolique qu'autre chose, bien sûr. Et après ça, j'ai déménagé dans le parc industriel Saint-Malo, à Québec. Et là, j'ai trouvé un endroit dans un sous-sol où je pouvais expérimenter puis développer davantage la production. Donc, l'hydroponie en étage. Mais ce qui existait, en fait, il faut préciser que les technologies, quand j'ai démarré en 2017, c'était gros, c'était cher, c'était complexe. Puis, tu sais, j'avais appris en recherche, tu sais, j'ai travaillé en recherche, mais dans le domaine de l'agriculture, l'environnement et la recherche. 3 secteurs qui n'ont pas d'argent. Fait qu'il fallait faire beaucoup d'innovation et de débrouillardise. Et les équipements qui existaient sur le marché, c'est ça, étaient très complexes et coûteux. Genre de trucs que la chaîne à casse la veille de Noël, il faut que tu appelles aux États-Unis, personne ne vient t'aider. Fait que je voulais développer ma propre technologie, mais basée sur la simplicité. Il fallait que ce soit simple. Il fallait que ce soit facile d'entretien. Il ne fallait pas que ce soit flash. Il fallait que ce soit fonctionnel. Puis je sais que l'agriculture, c'est beaucoup de travail, c'est pas payant. Donc, s'il fallait que je crée quelque chose qui me demanderait d'être là des heures et des heures, je ne serais pas arrivé. Donc, il fallait que ce soit autonome. Fait que j'ai développé mes unités autonomes. J'ai commencé avec des tuyaux de PVC. Ça me permettait quand même une grande flexibilité dans l'espacement entre les trous. C'est quoi la quantité d'eau qu'on a besoin? Tu sais, toutes des questions qu'on ne le savait pas finalement, qu'est-ce qu'on avait besoin. Et de fil en aiguille, tout ça s'est amélioré. Puis là, maintenant, je suis rendu avec des versions beaucoup plus esthétiquement belles. Puis
Aussi, mais je vois le souci parce que, tu sais, dans ce que tu disais il y a quelques instants, mais écoute, t'aurais pu être dans de grands espaces, t'aurais pu avoir beaucoup d'investissements, d'aller chercher des programmes, puis bon, des programmes à l'investissement, au développement, mais c'était pas ça ta vision, c'était pas ça que tu voulais. Et également, mais écoute, d'occuper des espaces inoccupés dans les villes plutôt que d'aller dans les grands espaces. Mais la réflexion que tu as en arrière de tout ça, là, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené là? Bien, en fait, l'idée, c'était de vendre les plants, que les gens puissent conserver les plants vivants. Tu sais, comme je disais au début, c'était un non-sens de couper les plantes, donc comment on peut les vendre vivantes? Là, on revient à l'hydroponie, bien là, on est à racines nues. Quand on enlève la plante de l'endroit où on cultive, du bac de culture, bien, on voit les racines. Et là, le fait d'avoir des racines vivantes permet aux gens de les conserver vivantes à la maison. Pour vous donner un exemple, quand moi, je produis les plants, fait que l'idée, c'était de dire, les gens et l'agriculture ne connaissent pas nécessairement ça, fait que moi, je vais devenir le producteur agricole des gens autour de moi. Donc, je vais produire et je vais leur amener les plants une fois qu'ils vont être à maturité et eux pourront les conserver seulement avec de l'eau, sans avoir à faire les manipulations d'engrais. Donc, pour des épiceries, des restaurants, eux avaient juste à s'installer un système, le faire fonctionner avec de l'eau. L'important, c'est que l'eau soit oxygénée. Parce que, tu sais, souvent, on a un pot de terre, on met trop d'eau, la plante a meurt. Pourquoi? Bien, c'est que dans la terre, il y a beaucoup d'espace pour l'air. Ça ne paraît pas vite comme ça, mais il y a beaucoup d'espace, puis les racines ont besoin de respirer. Donc, quand on est dans la terre, bien, il ne faut pas mettre trop d'eau. Quand on est dans l'eau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oxygéner l'eau. Et étant donné que les molécules d'oxygène vont aller entre les molécules d'eau, mais la plante va quand même pouvoir prélever. Ce qui fait qu'on a une plante qui est dans l'eau qui ne meurt pas, versus dans la terre où on met trop d'eau, elle meurt. Donc, petit concept. Pour revenir donc... Là, tu viens d'informer beaucoup de gens sur les principes de base. Les principes de base. Puis pourquoi le plante meurt. Oui, c'est ça. Trop d'eau, c'est pas bon. Et en passant, moi maintenant, chez nous, je n'ai que des bacs d'eau. J'ai plus de terre parce que c'est beaucoup plus facile. On s'entend, dépendant des types de plantes, mais j'invite les gens à regarder l'hydroponie. Je pense que c'est l'avenir de l'agriculture en ville, dans les bâtiments, parce que ça permet vraiment beaucoup de possibilités. Ouais. Mais je n'irai pas plus loin pour l'instant là-dessus. Donc, d'avoir des plants vivants. Par exemple, moi, je produis les plants. Quand ils sont à maturité, je peux aller les porter chez mes clients et eux vont les conserver qu'avec de l'eau. Et pendant quand même quelques semaines, facilement, ça peut aller jusqu'à 2 mois. Mais là, l'idée, c'est pas ça non plus. L'idée, c'est si on est capable de consommer nos plants en 1 mois, c'est parfait, on en rachète d'autres puis on continue. Mais c'est une facilité, ça permet vraiment de verdir et d'amener de la fraîcheur à l'année, surtout au Québec. Tu as conçu des bacs de culture modulables. Donc, tu es dans l'innovation parce que, tu sais, j'ai pas eu l'occasion encore d'aller visiter tes installations. Ça fait quelques fois qu'on se rencontre, qu'on se parle. Je suis allé voir ta page web. J'encourage aussi les auditeurs à aller voir la page web. Tantôt, Rémi va vous donner l'adresse de son site, là. Mais, tu sais, tu as conçu ces bacs-là, mais ton idée vient d'où, là? Puis quel défi tu as rencontré pour être capable de commercialiser puis de rendre accessibles ces bacs modulables-là? Oh, je pense qu'on n'a pas assez de l'heure pour parler des défis et de tout. Mais en gros, l'idée, c'est que au lieu d'avoir une grosse unité ou quelque chose de fixe, la réalité des gens, elle est très différente. Fait que l'idée, c'était de dire, bien, si on y va avec un format, un bac, exemple, mon bac actuellement, il y a, je vais parler en pieds, là, 4 pieds de long par 1 pied de large. Et ça contient 15 plants. Mais là, à partir de là, on peut les additionner pour faire des structures beaucoup plus grandes. On peut faire des décors avec ça. Donc, si on veut faire un mur végétal en mode escalier, bien, on peut faire un escalier. On peut le faire superposé. On peut faire des coins. Donc, l'idée d'avoir le bac modulable, c'était comme la base pour pouvoir designer les concepts qu'on veut. Chacun a son idée de comment il voudrait voir de la végétation chez lui, dans son entreprise, tout ça. Donc, le bac de base. Puis trop gros, bien, c'est pas mieux non plus. Donc, j'ai vraiment développé un bac qui permet vraiment là, une multitude de possibilités d'agencement puis d'aménagement. Et je l'ai fait de qualité commerciale. Tu sais, l'idée, c'était, moi, je suis producteur agricole, je visais les producteurs agricoles, donc il ne fallait pas que ce soit quelque chose que, si tu prends ton couvert par une extrémité, il casse en 2. Non, moi, c'est du solide. Il fallait que ce soit recyclé. En fait, j'ai pris du matériel recyclé parce qu'il fallait quand même que ça l'aide vers mes valeurs. Puis, je veux dire, on vit dans le monde de maintenant, mais on voit l'avenir qui s'en vient. Tant qu'à innover, innovons sur le futur et non les vieilles façons de faire. Donc, il fallait que ce soit écologique, fait au Québec le plus possible. Donc, c'est un designer sur la côte de Beaupré. La production est faite sur la rive sud à Saint-Jean-Chrysostome. Donc, il fallait que ce soit le plus local possible pour aller dans le bon sens. Surtout que
Trump vient d'entrer en poste depuis quelques jours et qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, c'est de l'incertitude. Donc, d'aller vers l'achat local, je pense que c'est une bonne idée, là, de vouloir se dire, ben, on aurait peut-être besoin d'être un petit peu autonome sur ce qu'on fait. Ça peut être une bonne chose. Tu sais, la Californie brûle, elle sèche. Combien de temps on va pouvoir s'approvisionner là-bas en laitue à faible coût? On peut penser que peu importe le pays dans le monde, la journée que les gens vont avoir besoin de manger, ils vont se nourrir eux avant d'exporter leurs produits. Oui, puis tu apportes une excellente alternative aussi avec tes bacs, que ce soit en entreprise, que ce soit à la maison, chez soi. Là. Mais il reste que plus il y a de production, plus aussi le coût qui va être relié à la production va être affecté à la baisse. Donc, tu produis plus. Puis souvent, là, ce qu'on entend, c'est que l'achat local, mais écoute, ça coûte plus cher. Mais bon, la qualité de la production, la qualité des produits est souvent très différente que dans des grandes productions commerciales. Et il y a des avantages à en tirer. Quand on est à petite échelle, tu sais, souvent les gens viennent me voir et me disent « Ah, mais j'en ai acheté un petit kit mettons, dans une compagnie X et ben, il a brisé. » Mais là, il y a une petite pièce qui a brisé, mais c'est tout le système qu'il faut jeter parce que tout est connecté. Moi, je voulais bâtir des choses qui étaient en état modulable. Ben, quelqu'un pourrait dire, ben, moi, je commence avec un système 1 étage. Je veux que ce soit 2 étages. Je n'ai pas besoin d'en racheter un autre. On va l'upgrader, moduler. Donc, c'était vraiment important que ce soit réutilisable, réparable et recyclable en fin de vie. Donc, respecter un peu plus là, les 3 RVE, la hiérarchie. C'est bon. Et dis-moi, là, on a parlé du produit, puis bon, des défis, des opportunités aussi, parce qu'il y a des opportunités de marché, ça, c'est sûr. Il y a des opportunités aussi pour les gens pour concevoir, puis on va en parler un peu plus tard, concevoir vraiment une production qui est l'usée profitable. Mm-hmm. Mais le modèle d'affaires, ton modèle d'entreprise, là aussi, tu as dû avoir des défis. Et là aussi, tu as dû avoir des obstacles qui se sont présentés à toi, parce que, écoute, en créant un produit unique, ça nécessite aussi de concevoir un modèle d'affaires qui supporte le produit puis le marché unique. Puis, quels sont les défis que tu as rencontrés là-dedans? Puis comment tu t'es pris pour passer à travers tout ça? Bien, les premiers défis, ça a été de convaincre le ministère de l'Agriculture et, entre autres, la Ville de Québec. Parce que même si... Excusez. Même si tout le monde voulait faire de l'agriculture urbaine, on me disait, bien, l'agriculture, on fait ça sur les terres agricoles. Donc, il faut que tu sois zoné agricole. Et la culture en bâtiment, le cannabis n'était pas légal à l'époque. Donc, tout le monde avait peur que si on laisse aller, tout le monde se met à faire pousser du cannabis partout. Fait qu'il a fallu que je convainque... parce que moi, quand j'ai commencé, il n'existait aucune case dans aucun formulaire sur ce que je voulais faire. Donc, c'est des téléphones, des gens qui te disent non. La première réponse, c'est non, tu peux pas. Fait que tu dis, OK, mais c'est pas parce que toi, tu penses que je peux pas que je vais pas le faire. Puis là, on parle de quelle année à peu près? 2017. 2017, c'est quand même donc, récent. C'est récent, exactement. Fait que moi, j'ai vraiment été un pionnier. Je défrichais le chemin et je sais ce qui arrive à ceux qui défrichent généralement. Ils tombent au combat puis les autres prennent la trail. J'avais pas envie de tomber au combat, donc j'y étais vraiment stratégique en y allant petit à petit. Fait que l'idée, c'est pas de partir gros. On commence tranquillement, on se fait la main, puis on évolue dans le temps avec ce qu'il faut. Donc, je parlais aux gens de la ville, qui étaient quand même très ouverts. C'est pas parce que ça n'existait pas. Ils ont dit, ben écoutez, on regarde de notre côté. Ils me sont revenus positivement. Parce que c'est ça, au début, c'est où je m'installe. Il faut que tu ailles dans du I3, Industriel 3. Mais Industriel 3, tu peux faire de tout. Puis c'est là que tu peux faire de l'agriculture. Tu sais, c'est pas... là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compris. Il y en a de plus en plus qui peuvent le faire un peu partout. Fait que le zonage... Le milieu agricole les convaincre que ça fonctionnait. Ça a été les premiers défis. Après, il y a eu tous les défis techniques de construire des tours efficaces, parce qu'on a une vision, on a une idée de ce qu'on veut faire. Puis finalement, ça marche bien, ça marche pas bien. Il y avait peu de connaissances, donc il faut tout acquérir. Puis tous ceux qui avaient un petit peu d'expérience là-dedans la gardaient soigneusement pour eux, parce que c'est eux qui avaient mis du temps et de l'argent à développer. Donc, tout le monde gardait ses secrets. Le volet agronomique, la fertilisation, les engrais qui étaient disponibles et qui le sont encore pour la plupart, sont basés pour la culture du cannabis, qui ne demandent pas les mêmes besoins que la laitue. Donc, moi, j'ai développé mes propres engrais. Il faut dire que, bon, j'avais quand même des connaissances là-dedans, ce qui m'a permis de développer mes propres fertilisants. Fait que, il a fallu que je fasse toute une pièce à la pièce, une affaire à la fois. Et comme tout le monde, ben, moi, je suis créatif, j'aime les choses, donc j'ai peut-être un petit peu sous-estimé la mise en marché en me disant que c'est sûr que tout le monde va triper sur mes plantes, ils vont me les acheter, mais ça marche pas de même. La mise en marché, il faut quand même pousser, puis
se faire connaître. Fait que ça a été un enjeu peut-être que j'ai sous-estimé, mais que plusieurs personnes Puis t'en es rendu où, là, avec la mise en marché? Donc, est-ce que les gens connaissent de plus en plus tes produits? Est-ce qu'ils commencent à se faire... Tu sais, on parle toujours du bouche-à-oreille. Donc, est-ce que ça se parle? Est-ce qu'il y a une expansion naturelle qui se fait à partir des clients et de la clientèle que tu as développée? Oui, puis pour moi, ben les gens me connaissent, c'est mon nom, fait que j'ai juste un nom. Fait que c'est important pour moi aussi qu'il y ait de la qualité dans le produit et dans le service. Et là, ben les clients que j'ai, ben en tout cas, de ce que j'en sais, sont très satisfaits. Donc, eux font du bouche à oreille, puis ça me réconforte, moi aussi, de savoir, OK, vous êtes satisfaits, bon, ben parfait, on peut, c'est la bonne démarche. Puis mon modèle d'affaires a quand même changé depuis le début. Comme je dis souvent, on écrit un plan d'affaires, puis dès qu'il est écrit, on est prêt il est déjà en train de se modifier. C'est pas statique. C'est pas, non, c'est ça. Mais au début, je visais plus beaucoup la mise en marché des plants. Donc, d'être un producteur qui produit puis qui distribue. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup développer puis que c'était ça ma force. Donc, de plus en plus, je réduis ma production puis la vente de plants pour me concentrer sur l'accompagnement, pour aider les gens à eux aussi produire puis qu'ils soient autonomes. Puis s'ils ne le sont pas, ben, je vais les accompagner jusqu'à temps qu'ils le deviennent. Puis s'ils ne veulent pas le devenir, ben, ils peuvent encore acheter des plants. Mais l'idée, c'est qu'il y a une certaine facilité, puis c'est ça que j'aime, c'est apprendre aux gens à cultiver. Donc, eux vont cultiver eux aussi. Puis, ben, tu sais, il peut y avoir des producteurs agricoles partout. T'sais. Moi, je ne veux pas être l'agriculteur urbain qui vend à Montréal, qui vend à la Côte-Nord, qui vend au Saguenay. Je veux qu'il y ait des agriculteurs urbains dans tous ces endroits-là, aux Îles-de-la-Madeleine, qui produisent sur place pour leur communauté. Ça, c'est super important pour moi. Fait que c'est ce volet-là qui m'intéresse le plus, d'accompagner les gens dans la production. Puis si par la bande, ils veulent utiliser mes équipements parce qu'ils sont de qualité puis performants, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, tu t'es donné une mission à l'intérieur de ton entreprise d'éduquer, d'enseigner et d'accompagner les gens à s'approprier la culture urbaine. C'est très bien dit. Je pense que je vais la noter, cette phrase. C'est bon. Puis dis-moi, tu as eu des prix, tu as eu des distinctions aussi au niveau de ton entreprise. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, le premier prix que j'ai gagné, c'est sur les traces de Louis Hébert. Donc, c'est un concours pour Capitale Nationale, Côte-Nord et Lévis. Donc, les gens qui voudraient démarrer un projet agricole, bien, je vous invite à postuler au concours. C'est une fois par année. Et bien, ça, c'est le premier que j'ai gagné. Donc, je suis arrivé dans une salle. C'était la première édition, donc j'avais aucune idée c'était quoi le concours. Je suis venu présenter J'avais développé un petit rack à plantes, puis j'avais amené ça dans la salle. Puis c'était ça qui était ma façon de commercialiser. Et dès que je suis rentré, les gens ont dit « Hey, ça sent bon ». Et là, tac, c'est parti. J'ai surfé là-dessus, j'ai fait un pitch qui probablement était très intéressant parce que j'ai gagné la première place. Wow. Et ça m'a quand même rassuré de me dire « OK, si je suis reconnu dans le milieu agricole comme ayant un projet qui n'existait pas, qui est novateur, puis que les gens trouvent que ça a du sens, ben c'est bon de continuer. » Puis après ça, j'ai eu plusieurs autres prix. Certains que je pensais jamais avoir parce que la compétition était... tu sais, je veux dire, des entrepreneurs hot, là, il y en a plein, puis à quel niveau je suis hot comme eux ou pas. Puis il y en a qui ont des produits qui sont beaucoup plus... tu sais, l'agriculture, tu vas pas en agriculture pour devenir riche là, la plupart du temps. Là, tandis qu'il y a des produits qui sont beaucoup plus rentables. Et ben, j'ai gagné, puis souvent, j'ai gagné pas parce que mon produit, c'est un mélange de tout, mais souvent, c'était ma personnalité qui était reconnue, ma passion, puis mon énergie, peut-être, je sais pas. Tu sais, il y a certains concours que c'était pour ma personnalité que j'ai été reconnu. Tu sais, moi, je travaille dans un sous-sol, fait que je suis pas dans les 5 à 7. Tu sais, j'ai une jeune famille, fait que tu sais, je sors plus bien à mon âge. Je les ai faites, mes trips de sortie. Non, mais je suis pas si vieux, je suis dans la quarantaine, là, mais je veux dire, je suis plus en vie de famille que d'aller dans les 5 à 7 puis me faire connaître et tout ça. Et les gens me remarquaient quand même, puis j'ai eu des prix pour ma personnalité ou qui j'étais ou mes forces, tu sais. Des gens trouvent que je les inspire. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant que ça vienne, que c'est l'entrepreneur qui est récompensé plus que peut-être le produit. Le prix qui t'a touché le plus, c'est lequel? Ils ont tout... je pense que c'est pas tant le prix que ce volet-là, que ce soit... Mais sinon, je dirais peut-être Louis Hébert parce que c'était le milieu agricole. Ouais. Puis tu sais, je me vois plus milieu agricole que milieu entrepreneurial. Tu sais, je me suis senti souvent comme un peu un imposteur entrepreneur. Je ne suis pas un entrepreneur. Je connais rien là-dedans. Tu sais, il a fallu que je m'inscrive à un cours de lancement d'entreprise au début pour voir c'était quoi. Moi, je connaissais mon domaine, mais le domaine de l'entrepreneuriat, c'était... Je connaissais pas ça. Donc, c'est pour ça qu'au début, je me voyais pas
tant entrepreneur. Fait que d'être reconnu dans le milieu agricole, ça, c'est bien. Puis là, ben, de plus en plus, je me rends compte que, ben, OK, être entrepreneur, ce n'est pas c'est pas un métier entrepreneur, c'est qu'on a des qualités entrepreneuriales. Puis à un moment donné, on prend un projet puis on décide de l'amener à terme malgré les embûches. Tout à fait d'accord avec toi. On a des qualités, on a des compétences, puis très souvent, on a des qualités et compétences qu'on ne reconnaît même pas chez soi, mais qui sont là intrinsèquement à l'intérieur de nous, puis qui se positionnent, qui se développent avec le temps. Et j'aime ça que tu parles du syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur, j'ai beaucoup de clients dans le domaine des affaires, le syndrome de l'imposteur est très présent partout. Donc, les gens, des fois, vont se sous-évaluer, se sous-estimer par rapport à leurs capacités réelles. Trop souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se compare à d'autres. Et la comparaison n'est pas toujours nécessairement un élément qui permet de propulser l'entrepreneur à l'intérieur de son entreprise. Et quand tu arrives dans un modèle d'affaires, d'entreprise et de produits comme le tien, il n'y a pas de référence nécessairement. Okay. Tu as tout créé? Oui. Mais quand je regarde en arrière le chemin parcouru, je me dis, OK, je suis arrivé à faire ce que je voulais. Mon idée de départ, j'ai réussi pas de la manière que je l'avais imaginé, parce que de toute façon, la vie, qui peut dire, hey, ça s'est passé exactement comme je l'avais décidé. Mais j'y suis arrivé et là, on peut aller plus loin encore. Là, ah, c'est très bien. Puis l'agriculteur urbain, là, ton entreprise, tu vois où l'agriculteur urbain dans 5 ans, dans 10 ans d'ici? C'est quoi tes projections, ta vision? Parce que tu as eu une projection de vision de départ, puis on voit que tu es dans un bon target. Là. Je pense que oui. Tu es dans un bon target. T'sais. Les choses se présentent bien. Il y a toujours place à amélioration, à développement, mais tu es bien positionné. Maintenant, là, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, l'agriculteur urbain va se retrouver où? Là? Ouais, mettons qu'on rêve. Oui. Puis les rêves, des fois, deviennent réalité. Tu as le droit de rêver en couleur, en plus. C'est bon. En fait, ce que j'aimerais, c'est développer une gamme de produits et services pour l'agriculture urbaine. Tu sais, on a des outils pour travailler en agriculture extérieure, mais l'agriculture urbaine, il n'y a pas grand-chose qui existe. Puis tout ce qui arrive au Québec, c'est beaucoup de l'extérieur du Québec. Tu sais, ça vient de la Chine, ça vient des États-Unis, même les équipements de culture. On se fait inonder par des produits qui viennent d'ailleurs à qualité. Ça pourrait être de la bonne qualité, mais c'est pas toujours le cas, si on veut. T'sais. Moi, ce que je voudrais, c'est la chaîne complète, d'avoir des équipements réutilisables, des circuits courts qui fonctionnent, même la gestion des déchets organiques, parce que j'en ai pas mentionné beaucoup, là, mais quand ma vie avant d'être dans l'hydroponie, j'étais beaucoup dans la gestion des matières résiduelles fertilisantes. Donc, tout ce qui est matière organique, comment on va les utiliser pour retourner sur les terres agricoles. Donc, on utilise généralement les fumiers. Puis là, on a d'autres enjeux. Est-ce que les boues municipales, on renvoie ça sur les terres agricoles? Est-ce que des résidus papetières, on envoie ça? Donc, c'était dans ce domaine-là que je travaillais. Donc, j'ai beaucoup étudié la décomposition des éléments et tout ça. Puis je pense qu'on pourrait le ramener même à l'échelle de la ville. Tous les bâtiments, là, on met tout ça dans un sac qui s'en va sur le bord du chemin, puis après, ça s'en va dans une usine immense. Mais on pourrait gérer les déchets sur place de façon relativement facile. Et je ne dis pas qu'il faut tous les gérer, mais il y aurait déjà un pré-traitement qui pourrait être fait sur place. Pas compliqué. Donc, ce serait de développer une gamme de produits et services pour devenir de plus en plus autonome, autant dans notre production de nourriture que dans notre gestion des déchets organiques. Là, je ne parle pas du plastique ni rien de ça, mais tu sais, le volet agricole d'être le plus autonome. Puis je pense qu'il va falloir aller vers ça parce que tout coûte plus cher. Donc, ce qui coûte le moins cher, c'est réduction à la source, puis de travailler en circuit le plus court possible. Oui, puis également, mais tu l'as soulevé tantôt, puis on ne rentre pas dans la politique aujourd'hui, là, mais dans le cadre d'une politique internationale. Puis on le voit, là, on peut parler de Trump, on peut parler d'autres pays dans le monde. Là, il y a de plus en plus de mesures protectionnistes. Puis, tu sais, je pense que Félix Leclerc disait dans une de ses citations célèbres, « Un peuple qui ne peut pas se nourrir est un peuple qui est voué à mourir. » Donc, je pense que l'autonomie alimentaire que tu soulèves ici, là, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est très important. Puis, comment les gens devraient considérer, les personnes qui nous écoutent, qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient, par exemple, des acteurs importants là, à l'intérieur des entreprises, comment ils devraient considérer d'élever leur niveau de conscience sur l'autonomie alimentaire dans un monde qui devient de plus en plus protectionniste d'un pays à l'autre, OK? Puis, au lieu d'être dans une notion de perte avec des politiques, à la Trump, là, mais d'être dans une notion de gain. Qu'est-ce qu'on a à gagner d'aller là-dedans, dans l'autonomie? Tout. On a tout à gagner. Bon, je précise. En fait... on t'écoute. Tout le monde t'écoute. L'agriculture, tu sais, les gens se font un jardin et tout ça, puis il n'y a personne qui fait un jardin en se disant « Hey,
je vais sauver sur l'épicerie parce que ma tomate va coûter moins cher. Quand tu comptes le temps que tu mets dans ton jardin, tu achètes de la terre, tu achètes ça, les semences, puis à la fin de l'hiver, l'été, tu as quelques tomates, puis si tu regardes comment ça t'a coûté, il y en a qui peuvent être très rentables parce qu'il y en a qui ont le pouce vert, mais on ne fait pas juste ça pour la rentabilité. Donc, quand on regarde l'agriculture et l'alimentation, on regarde souvent juste le prix. Si j'achète le système, ma laitue va me revenir à temps. Ouais, je suis mieux de l'acheter encore à l'épicerie. Sauf que ça amène beaucoup plus que juste un aliment. C'est que là, tu réduis le gaspillage alimentaire parce que tu n'achètes pas une plante qui a voyagé d'un camion et qui est déjà sur le point de mourir. Elle est vivante. Donc, tu as tous les bienfaits d'une alimentation avec un plan hyper frais. Tu as les saveurs, tout ça. Il y a la verdure, la santé mentale de voir des plantes. Il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas pris en compte, comme pour l'environnement. Tu sais, une tourbière, c'est pas juste une place qui sert à rien. Là. Elle a, je me souviens plus du terme, là, il y a des avantages écologiques qui permettent d'économiser à la société là, la rétention d'eau, ben, ça évite. Donc, il y a beaucoup d'avantages qui ne sont pas pris en compte. En amenant l'agriculture ou la verdure, parce que l'idée, c'est pas commencer à vouloir faire des fraises dans son bureau. C'est peut-être un petit peu ambitieux. C'est pas impossible à faire, mais commençons par la base. Donc, la première chose serait de dire aux gens, amenez la verdure, commencez par des plantes vertes. Commencez par une plante araignée dans un simple pot maçon. Gardez ça sur votre bureau. Vous allez voir, vous allez vous faire la main. Après ça, tranquillement, passez à d'autres étapes. Puis je pense que c'est comme ça que les gens vont aller à se rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué. Ça ne demande pas trop de temps. Puis le temps que ça me demande, ça ne devient pas une charge de travail, mais plutôt comme un bienfait. Tu sais, je travaillais dans un bureau du MAPAC, il n'y avait pas beaucoup de plantes, à part les gens qui en amenaient. Puis là, tu vas dans la salle à dîner, il n'y a pas de fenêtre, c'est pas... il y a beaucoup de bureaux comme ça où tu dînes avec pas de fenêtre. Mais là, tu as un mur végétal, tu vas te prendre un bout de menthe, tu mets ça dans de l'eau chaude, au lieu de te reprendre un 6e café, tu te fais une tisane avec une plante fraîche. Juste d'aller devant un mur végétal, c'est apaisant. Puis, on n'a pas besoin de payer une fortune. Des murs végétaux qu'on fixe au mur, c'est souvent très cher. Parce que là, on va mettre une membrane, la structure, c'est compliqué. Mais des petites unités autonomes, qu'on y va à notre rythme, moi, tous mes modèles sont sur roues parce que comme ça, on peut les déplacer. Bien, ça s'installe partout. Puis on fait ça progressivement. Puis il ne faut pas regarder juste la nourriture, mais vraiment tout ce que ça amène autour. On ne va pas jaser autour de la machine à café. On va jaser autour des plantes. Toi, si tu cuisines avec ça, je ne connais pas ça, cette plante-là. Telle chose. Ouais. Les communautés qui arrivent d'ailleurs, des fois, ils utilisaient des plantes qu'on n'a pas ici. Oui. Bien, dans les systèmes hydroponiques à l'intérieur, on peut cultiver à peu près n'importe quoi. Donc, on peut faire des plantes à l'année que les gens ne retrouvent plus quand ils viennent ici. Fait qu'ils peuvent faire pousser ce qu'ils veulent. Je n'ai pas d'exemple précis, mais vous comprenez l'idée. Donc, d'amener de la végétation dans nos bureaux, rapprocher la nature, ça a des bienfaits pour la santé mentale, physique. C'est simple. Là, je n'ai pas la liste, là, mais je sais qu'il existe des listes de plein d'arguments sur les bienfaits de la verdure dans notre quotidien. Tout à fait. Tu sais, on entend... Il y a des thérapies qu'on entend parler à plus grande échelle. La zoothérapie, là, ça fait des années qu'on entend parler. Là. Bien, on va créer une nouvelle appellation, on va parler de la végéthérapie. Mais il y a des populations dans le monde, si on pense par exemple à certaines populations asiatiques, là, le contact avec la plante, le contact avec le sol, au niveau cognitif, ça a des propriétés vraiment bienfaisantes, apaisantes, comme tu le dis. Je pense que c'est vraiment important à considérer. Donc, au-delà du coût et du prix, il y a tous les bienfaits qu'on se fait à soi. Puis aussi, bien, on est dans l'autonomie alimentaire aussi. De plus en plus, on arrive à atteindre ce standard-là. Dis-moi... Puis vite comme ça, quand on vise l'autonomie alimentaire, c'est comme viser le zéro déchet. On existe, on va faire des déchets. Mais en visant, c'est qu'on prend des actions pour aller dans cette direction-là. Exact. Et on y va pas par pas. Fait que c'est pas du jugement de dire « Ah, moi, je fais plus pousser de plantes que toi, je suis un meilleur. » Non, on y va par étapes. Puis c'est comme ça qu'on va réussir. Puis pour le zéro déchet, c'est la même chose. C'est pas de dire ton bac de vidange est plus plein que le mien, c'est commençons où on est, puis allons-y pas par pas, mais suivons une direction à notre rythme. Puis chaque personne est différente, mais si on va tous dans la même direction, peu importe la vitesse qu'on va, on va faire un changement. Il y a une équation pour ça. P multiplié par S égale B. Donc petit multiplié par souvent donne beaucoup. Oh. Hey, je vais en prendre des notes avec toi aujourd'hui. Dis-moi, là, tu nous as parlé de tes expériences, tu as créé un modèle d'affaires, tu as créé des produits aussi qui n'existaient pas. Donc, dans l'innovation, dans la création,
Puis les gens qui nous écoutent, s'il y a une personne, par exemple, en particulier, là, qui nous écoute, puis à qui tu pourrais lui transmettre un conseil sur ce qu'il devrait faire, OK, pour se mettre dans une posture à la Rémi Carrier, puis de développer son entreprise parce qu'il y a un projet en tête, là. Quel conseil tu pourrais lui donner, là? Bien, le premier conseil, c'est peut-être de communiquer avec moi. Okay. Puis on pourra regarder qu'est-ce qu'il veut, d'où il part, puis comment il voudrait se rendre à ce point-là. C'est quoi, tu sais, si quelqu'un dit, ben moi, j'ai de l'argent, c'est pas un problème. Bon, ben OK, qu'est-ce qu'on va acheter pour répondre à ton besoin? Si quelqu'un dit, ben j'ai pas d'argent, comme exemple, les écoles, ils m'ont approché en me disant, on n'a pas de sous. Puis là, la réalité est encore plus réelle parce que là, il y a des coupures. Mais sauf que, mettons, amener de l'agriculture dans une école, ben on refait le lien entre les jeunes et l'agriculture. L'agriculture, c'est l'été, puis il n'y a pas d'école l'été. Fait que là, de ramener la verdure dans une école durant l'hiver, ben ça implique les jeunes à faire pousser des plantes. Puis là, ben, ils peuvent faire des projets entrepreneuriaux, entre autres, via Ose Entreprendre. Un système hydroponique, c'est très bon. Une gang peut faire de la production, qui vont vendre à une autre gang qui va faire de la transformation pour faire du pesto, des tisanes, des choses comme ça. Donc, le conseil serait d'y aller par étapes. Vraiment, mais de commencer à quelque part, donc de se renseigner, que ce soit communiquer avec moi ou de lire sur le sujet. L'idée, c'est peut-être de communiquer avec moi parce que je l'ai déjà fait le parcours. Donc, c'est plus facile de voir où vous partez puis où vous voulez aller. Puis là, ben, est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que je suggérerais aux gens de faire? Oh oui. Bon, ben, ce que je suggérerais, c'est qu'en fait, souvent, il y a des entreprises ou des gens qui vont donner de l'argent pour acheter de la nourriture, pour nourrir les gens. Bien, peut-être qu'on pourrait prendre une partie de ce montant-là pour acheter des équipements qui vont permettre aux gens de produire. Donc, puis peut-être pas juste un équipement. Imaginons une entreprise qui a beaucoup d'argent, qui veut être généreuse, bien, elle pourrait payer un équipement à un OBNL, payer une formation aux employés pour que tranquillement, ils développent des compétences d'autonomie, puis qu'ils soient capables d'être autonomes. Puis peut-être qu'ils vont se dire, hey, sais-tu quoi? La laitue, là, à l'avenir, on va la faire pousser nous-mêmes, on n'aura plus besoin de l'acheter. Les tomates, les concombres, on va les acheter encore où on a besoin, mais il y a des choses qu'on va pouvoir faire nous-mêmes. Puis là, après ça, ben, tu fais pousser des plantes, puis là, ben, tu peux les donner, tu peux les vendre, tu peux financer une partie de tes opérations parce que tu es capable de le faire. Puis les équipements, c'est simple, puis c'est durable. Donc, il y a moyen vraiment de rentabiliser dans le temps puis de toujours former des gens. Fait que ce que je dirais aux gens, c'est ben, plutôt que de juste nourrir, est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre aux gens à se nourrir? Comme je ne sais pas si c'est un proverbe, là, mais qu'au lieu de donner un poisson, ben, on va apprendre aux gens à pêcher, ben, c'est un peu la même chose. On pourrait apprendre aux gens à cultiver maintenant en bâtiment. Puis pas juste à cause de moi, mais à cause que les technologies sont rendues là. Les LED nous permettent de le faire. La plante, elle vit très bien dans le même climat que nous. On s'est déconnecté de l'agriculture en pensant que c'était juste l'agriculture traditionnelle qui pouvait fonctionner, mais on évolue, bien, il y a d'autres façons de faire de l'agriculture. L'accessibilité aussi est là aujourd'hui. Là. Oui. L'accessibilité, c'est ce qui n'était pas possible il y a plusieurs années. Ben, quand j'ai commencé, juste par exemple, les lumières, il n'y avait pas tant de choix que ça. Tu achètes de l'Europe, des États-Unis, puis c'est pas si... Puis là, ça coûtait cher, c'était compliqué à faire venir. Là, tout est beaucoup plus disponible, là, puis éprouvé. Fait qu'il y a du matériel pour faire facilement de l'agriculture en bâtiment. J'ai une baguette magique, là, puis je te transforme en Marty McFly, donc Back to the Future. Puis là, tu reviens en arrière. Qu'est-ce que tu ferais de différent dans tes projets puis dans le lancement de ton business? Bien, si j'ai les connaissances actuelles, je peux te dire que ça va aller pas mal plus vite puis il va y avoir moins d'erreurs. Mais compte tenu, je pense que j'ai pris la bonne façon de faire, de dire, je connais rien, bien pas je connais rien, j'avais quand même des bonnes compétences agronomiques, là, mais l'idée, c'est un modèle nouveau, tout est nouveau, personne ne le fait, bien, je vais y aller doucement, tranquillement, puis par étapes, petit à petit, puis évoluer plutôt que de partir en peur. Puis il y a des gens qui sont partis en peur pas longtemps après moi, des grosses affaires, puis ça pop vite, puis là, je me disais, hey, je suis donc même pas bon. Tu sais, je veux dire, on a souvent une tendance à se dénigrer des fois quand on se compare aux autres, tu sais, puis il faut pas se comparer aux autres parce que ça sert à rien. Non. Mais on le fait tous parce qu'on est humain. Donc, je voyais les autres popper puis prendre du marché que j'avais pas, mais au final, ils sont plus là aujourd'hui pour plein de raisons. Puis c'est ça qui est triste un peu, c'est que dans l'agriculture, tous ceux qui ont voulu innover récemment, je les vois tous tomber un après l'autre pour mille et une raisons là, que je suis pas dans leur vie, fait que je peux pas tout connaître, mais je trouve ça dommage parce que c'est difficile de démarrer des nouveaux projets. Fait que si j'avais recommencé, ben, je pense que vu que j'étais encore là, je ferais de la même manière, mais si j'avais mes connaissances, j'irais beaucoup plus vite, puis il y a beaucoup de points que je perdrais moins de temps. Puis j'ai quand même appris dans toutes ces expériences-là. Tu sais, l'entrepreneur que je suis maintenant, ben, il est beaucoup mieux outillé que le premier, tu sais, quand j'ai commencé. Fait que c'est dur de dire, si tu recules dans le temps,
si c'est avec mes connaissances maintenant, ben il y a des erreurs que je ne ferai pas, mais tout mon cheminement m'a quand même permis d'être où je suis maintenant. D'être la personne que tu es, oui. Puis d'être dans la business que tu as construite. Oui. C'est bon. Puis dis-moi, puisque tu dis, ben écoute, avec ce que je sais aujourd'hui, donc ce que tu sais aujourd'hui de toi, ce que tu sais du marché, quelles sont tes forces, quelles sont tes compétences là, émergentes qui t'ont permis, selon toi, OK, de te rendre là où tu es aujourd'hui? De savoir bien m'entourer. Puis ça, ben, c'est peut-être pas juste moi, là, je suis chanceux là-dedans. Mais de savoir bien m'entourer, ça a fait la différence. Dès le départ, j'ai eu de l'aide de personnes retraitées. Donc, mon ancien patron du centre de recherche à l'IRDA où je travaillais, lui a pris sa retraite, puis il voulait rester actif. Donc, il m'a donné un coup de main. Puis il m'accompagne encore aujourd'hui. Puis il y a d'autres gens qui se sont rajoutés au fur et à mesure dans l'expérience. Puis, ben, les retraités, c'est une super de bonne ressource à exploiter. Pas dans le sens négatif, bien sûr. Non, mais je veux dire, tout le monde y est gagnant. Au début, je pensais que, ouais, là, c'est moi qui profite d'eux. Mais je veux dire, ils donnent le temps qu'ils ont envie de donner. Ils socialisent, tu sais. Fait que les gens qui ont envie de travailler avec moi, ils sont heureux là-dedans. Fait que de bien savoir m'entourer, d'être rêveur, ça m'a aidé aussi parce que si j'avais été trop rationnel, probablement que j'aurais jamais fait ça parce que, tu sais, ils ont réussi parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, sinon ils ne l'auraient pas fait. Il y a une phrase qui sonne un peu comme ça, là, que tu pourrais sûrement expliquer mieux que moi. Mais de savoir m'entourer, de rêver, puis d'y aller avec mes valeurs, puis de me dire, ben je veux, qu'est-ce que je veux pour le monde de demain? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Qu'est-ce que je pense qu'on devrait faire pour améliorer le monde, plus que qu'est-ce que je pense que je devrais vendre pour faire de l'argent? Tu sais, ça n'a jamais été dans une optique de faire de l'argent. Peut-être que j'aurais dû avoir un peu plus cette optique-là, mais c'était beaucoup plus dans le but de comment je peux aider la société, vers quoi, quel monde j'aimerais... dans quel monde je veux vivre, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis je sentais que je pouvais le faire. Donc, j'ai dit, ben je vais le faire. C'est bon, puis je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu as parlé du rêveur, puis ça me rappelle la stratégie de Disney. Donc, la stratégie de Disney, c'est que sur un projet, Disney adoptait 3 postures, puis il faisait ça aussi à l'intérieur de ses équipes de travail. Un rêveur par rapport à un projet. Donc, il y a le rêveur, il y a le réaliste, puis il y a le pessimiste. Donc, il analysait toujours son projet avec les 3 facettes et ça lui permettait de prendre la meilleure direction pour le projet ou l'idée qu'il avait créée. Donc, mais oui, c'est important de rêver, puis c'est important de faire preuve de logique. Puis on voit que tu as les deux. Tu es capable de rêver, mais en même temps, tu as une zone logique qui est là, qui t'anime, qui t'habite, puis qui permet de bien t'entourer. Puis le fait de bien s'entourer, là, c'est important, parce que quand on est dans sa tête, c'est toujours les mêmes scénarios qui reviennent. C'est toujours les mêmes pensées qui reviennent. Les études scientifiques le démontrent. Donc, d'aller chercher des idées puis se faire challenger dans ses propres idées de l'extérieur, mais ça permet de grandir. Et c'est là l'importance d'avoir de l'accompagnement, consultant, coach, mentor et autres, là, qui fait toute une différence pour les personnes qui sont dans l'innovation et la création comme toi. Là. Tout à fait d'accord avec toi. C'est bon. C'est plate, hein? Écoute, il me contredit même pas. non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, puis j'avais des plans B. Mettons que ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui arriverait? Ben, je développais juste une nouvelle expertise dans un champ qui, tu sais, l'agriculture urbaine, qui est un peu d'avenir aussi. Donc, je me suis dit, si jamais le projet ne marche pas, ben, j'irai faire de l'enseignement après parce que ça m'intéresse. Puis, ben, j'aurai acquis des nouvelles compétences puis connaissances. Oui. Puis, ton talent, parce que tu as un talent, puis tu as une capacité de vulgariser, de rendre accessible ce que tu fais, puis le bienfait de ce que tu proposes. Mais ça vient d'où? Comment tu entretiens ça? Ça vient d'où? Puis comment tu l'entretiens, cette capacité-là de vulgariser? C'est naturel chez toi ou tu l'as travaillé, tu l'as développé? Je pense que c'est naturel, mais je dirais que quand j'étais jeune, j'ai fait du scoutisme. Puis le scoutisme m'a appris à me dépasser, à dépasser mes limites aussi, puis à faire toujours de mon mieux, puis d'aller plus loin. Fait que je pense que mes qualités naturelles, plus mon environnement qui a peut-être été favorable à aller vers ça, puis peut-être que, bon, j'ai une facilité à m'exprimer, puis dans ma famille aussi, donc c'est sûr que ça aide. Je dirais pas que je suis extraverti. En fait, je suis un peu les deux. T'es communicatif. Je suis très bien tout seul dans mon sous-sol, mais quand il y a du monde, je suis capable de prendre ma place. Fait que, c'est un mélange de qualité de base, puis de cheminement, puis d'intérêt, je pense. Ouais. Si j'avais pas l'intérêt ou la volonté, je dirais pas d'éduquer, mais tu sais, l'enseignement m'intéresse, tu sais, j'aime ça, partager mes connaissances. Si j'avais pas ce volet-là,
ben, j'irai pas vers ça, mais j'ai cet intérêt-là, donc c'est sûr que veux pas, je veux toujours m'améliorer en vulgarisation scientifique. Ça m'intéresse. Puis ça m'intéresse depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Vulgarisation scientifique, des émissions scientifiques, moi j'écoutais ça, découverte, puis là j'étais comme « Wow! J'aimerais ça faire ça plus tard. » là, t'sais. Également, tu es passionné par ce que tu fais. Oui, ça joue pour beaucoup. Ça aide. Puis moi, j'ai travaillé en vente pendant plusieurs années, puis je dis que la passion vend. Donc, tu n'as pas besoin de faire nécessairement la promotion de ton produit quand tu es avec quelqu'un, mais le fait de parler avec autant de passion de ton sujet, de ce qui t'anime, ce qui t'habite, OK, ça suscite l'intérêt des personnes qui sont autour de toi, puis tu as une facilité de pouvoir communiquer des éléments qui sont plus techniques et de les rendre accessibles. Dis-moi, l'agriculteur urbain, là, est-ce que tu es tout seul là-dedans? Y a-tu d'autres mondes? Bien, je suis tout seul. J'ai un employé temps partiel, des retraités qui me donnent un coup de main. Puis je travaille aussi... en fait, l'idée, c'est que je voulais pas avoir plein d'employés parce que travailler avec des humains, ben c'est des humains. C'est pas toujours facile. Puis on a chacun nos forces. Oui, je suis social, mais à quel point... j'aimais mieux travailler avec des collaborateurs externes qui étaient un peu comme moi, des espèces de travailleurs autonomes qui allaient être bons dans leur domaine, qui allaient gérer leur temps, qui allaient gérer leurs choses. Donc, c'est plus là-dessus que j'ai voulu miser. Trouver des acteurs locaux qui allaient m'aider en faisant ce pourquoi ils sont bons, puis ce qu'ils veulent faire. Puis quand j'ai commencé, il y avait une vague aussi où l'entrepreneuriat, c'était comme un peu à la mode. Tout le monde... il y avait l'émission Les Dragons, tout ça. Les gens voulaient se partir en business. On n'avait peut-être pas assez présenté aux gens que c'est pas si facile que ça nécessairement, mais il y avait une vague d'aller vers ça. Fait que d'avoir des employés, tout le monde voulait être son propre patron. Donc, je me suis dit, on va y aller comme ça. Moi, ça me plaît aussi. Au lieu de payer quelqu'un temps plein puis de savoir, de dire quoi faire, il sait déjà, c'est son domaine. Ça coûte plus cher au départ de l'heure, si on veut, mais je trouvais que ça se rentabilisait. Fait que j'ai fait beaucoup de collaborations avec des gens du coin. Puis pour moi, c'était important, c'était pas de faire affaire avec des gens à l'autre bout du monde, c'était d'essayer de trouver les gens le plus proches possible. Puis des gens avec qui j'avais une affinité, que quand on se parlait, ça fitait bien. Ouais. Donc, c'est vraiment comme ça que j'essaie de m'entourer. On se rencontre, on jase. Hey, c'est intéressant ce que tu fais. Je pense que ça clique un peu. On pourrait collaborer ensemble. Et voilà. Puis de fil en aiguille, c'est comme ça là, que j'ai plusieurs collaborateurs qui ont collaboré avec moi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment à part moi, mon employé temps partiel et quelques retraités qui me donnent un coup de main. J'ai pas plus que ça pour l'instant. J'ai d'autres collaborateurs. Il n'est pas exclu de trouver des partenaires pour amener ça à un autre niveau parce que tout seul, à un moment donné, je me sens que je suis limité. Oui, j'ai défriché, j'ai mis en place un concept. Et là, c'est ça. 2025, ça m'a demandé... je sais un peu la direction que je veux prendre, continuer, mais... je suis en train de réfléchir à la croissance de l'entreprise. Okay. Est-ce que je vais chercher des partenaires qui viennent travailler avec moi, des investisseurs pour amener ça à un autre niveau, développer davantage? Moi, je me rends compte que ce que j'aime le plus, c'est vraiment développer l'innovation et des idées, là, j'en ai plein. Il y en a au moins quelques-unes qui sont très bonnes. Fait que comment je vais les mettre en place? Là, je vais me faire accompagner justement par des coachs, des gens comme ça qui vont m'aider à me poser les bonnes questions. Parce que dans la vie, il n'y a personne qui va venir te dire quoi faire. Puis si quelqu'un vient te dire quoi faire, souvent, on m'a dit que je suis mieux de ne pas l'écouter. Fait que l'idée, c'est ça, c'est de s'accompagner, de se faire accompagner. Puis là, c'est ça. Je suis un peu à me demander, OK, quelle tangente je voudrais que l'entreprise prenne pour continuer avec la mission, de rapprocher l'agriculture des gens. Donc, est-ce que je continue tout petit, puis c'est comme ça, puis il y a des gens qui se partent un peu partout au Québec. L'idée, c'est quand même que si quelqu'un, s'installe la production sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il va produire là, puis moi, je veux l'accompagner. Quand tu me disais qu'est-ce que je veux faire aussi, il y a ça. Là, si je pouvais devenir une espèce de centre, hub, qui connecte avec d'autres agriculteurs comme moi, puis qu'on se crée un réseau, puis qu'on échange sur hey, « moi, j'ai changé telle méthode, là, puis hey, ça va beaucoup mieux. » On la diffuse, c'est à tout le monde, parce que l'agriculture, tout le monde devrait être capable d'en faire, puis il ne faut pas garder ça secret. On a tous besoin de manger, c'est la base. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Puis, dans ce que tu viens de mentionner, donc, il y a un employé, puis quelques collaborateurs, puis peut-être éventuellement des partenaires, non? Mais il reste que là-dedans, qu'il y ait 50 ou 100 employés, qu'il y ait 10 ou 20 collaborateurs, tu as exercé un leadership à l'intérieur de ton business. Il faut croire que oui. C'est difficile pour... quand on est... Moi, j'ai toujours le nez collé dans ma business, dans tout. Fait que des fois, il faut que je prenne un pas de recul pour voir
ce que j'ai réalisé, comment je l'ai fait, puis c'était... Fait que oui, je pense que je suis un leader naturel. Puis là, tu sais, je fais attention, tu sais, je veux dire, c'est difficile de se mettre à un niveau, mais tu sais, j'ai peut-être une facilité à mobiliser les gens sur des projets parce que, justement, je parle avec mon cœur, ma passion. Fait que les gens qui se disent « Hey, wow, moi, je me reconnais là-dedans », ben ils ont envie de travailler avec moi. Puis c'est comme ça que j'exerce mon leadership. C'est pas en donnant des ordres, c'est en disant « Voici mon rêve, qui embarque avec moi pour qu'on le réalise? » Puis j'aime ça que chacun prenne sa place. Puis c'est comme ça qu'on devient les meilleurs aussi parce que, justement, je me fais challenger, là, tu sais... les gens qui collaborent avec moi, il n'y a personne qui me dit t'es beau, t'es fin. Hein. C'est souvent là pourquoi on ferait. Ben non, je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais, je veux dire, je veux me faire challenger, puis je leur demande aussi. Quand je présente quelque chose, je dis OK, il y a ça qui s'est présenté, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense ça, vous en pensez quoi? Puis là, ben, les gens sont pas toujours d'accord avec moi, puis ça me va. Oui, c'est correct. Mais à la fin, c'est moi qui tranche. Puis c'est comme ça qu'on grandit aussi. Parce que, tu sais, si je reste dans mes pensées, dans mon mindset, ben écoute, l'évolution, ma capacité d'évoluer, de progresser, mais elle se trouve limitée. Là. Donc, je pense que c'est important de sortir des zones connues puis d'aller vers l'inconnu. Là. Souvent, j'entends parler en entreprise de planification stratégique. Puis moi, je dis à tous mes clients, mes entrepreneurs, pour être dans une planification stratégique optimale, il faut d'abord et avant tout être dans une pensée stratégique. Et pour se retrouver dans une pensée stratégique, tu parlais du modèle d'affaires tantôt qui a changé avec le temps. On prend le modèle d'affaires, on garde les éléments clés. Le restant, on met ça de côté. On sort de nos sentiers battus. On sort de notre milieu. Puis d'aller voir dans d'autres milieux qui sont complètement différent. Ça peut être un milieu vraiment industriel, puis de parler, d'échanger avec des gens de l'extérieur, puis tu le fais avec tes collaborateurs puis tes partenaires. Donc, ça permet d'aller chercher des idées que tu vas raffiner, puis que tu vas voir comment tu peux les implanter, les impartimenter à l'intérieur de ton business pour atteindre les projets que tu as sous la main puis dans ton esprit. Donc, c'est vraiment très bon. Vraiment très bon. Tu le fais d'une façon naturelle, comme tu dis. Oui, et je pense que c'est pour ça que quand je viens pour l'expliquer, je ne sais pas trop parce que je pense que c'est naturel, ouais. Fait qu'on va faire un match ensemble, on va vulgariser chacune de nos parties. Ça me va très bien, chacun ses forces, puis on y va comme ça. Parlant de force, là, OK? Pour le bénéfice de nos auditeurs, des gens qui nous regardent, là, en termes de force, là, qu'est-ce qui t'a servi, toi, comme compétence, comme force chez toi pour créer, innover et développer l'agriculteur urbain? Ce que les gens devraient considérer de regarder, d'affiner, de peaufiner ou d'aller chercher certaines compétences qu'ils n'ont pas, puis peut-être que c'est naturel chez toi. Là. Pour faire de l'agriculture ou pour... En général, dans le business. Puis ce qui t'a servi, toi, ben, là? En fait, je pense qu'à la base, faut le faire pour les bonnes raisons. Peu importe qui part un projet entrepreneurial, il faut que tu te demandes pourquoi tu veux le faire. Si quelqu'un dit, ben moi, je veux vendre des sous-verts pour faire de l'argent, puis son but, c'est de faire de l'argent, bien, c'est correct, c'est son but. Je pense qu'il faut se poser... Ben moi, ayant étudié en journalisme, j'avais les questions qu'on part toujours. Dans un article journalistique, il y a toujours un lead où on répond à 5 questions qui sont le qui, quoi, où, comment, pourquoi. Là, si je ne me trompe pas, là, c'est ça. Puis en anglais, c'est les 5 W qu'on appelle. Ouais. Donc, j'ai toujours gardé ça avec moi que peu importe ce que je fais, je vais me poser ces questions-là. OK, je veux faire quoi? Pour qui? Comment? Où? Puis une fois qu'on fait le tour de ces questions-là, on n'a pas toujours des réponses. Puis il y a des questions des fois qui ne se posent pas, mais ça nous fait faire le tour de la question. Puis j'ai fait une présentation au Cégep Sainte-Foy, puis c'est ce que je disais aux jeunes qui veulent se partir. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions, de pourquoi vous voulez le faire. Parce qu'au début, c'est bien le fun, on a une idée, mais à un moment donné, les difficultés vont arriver, puis comment on va passer à travers ces difficultés-là, c'est en se rappelant pourquoi on le fait. Puis si on a fait le tour de la question, bien, on peut se poser la question, bien, est-ce que c'est juste un hobby que je veux ou je veux en faire une carrière? Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça dépend toujours de où on est dans la vie. Tu es à l'école, tu n'as rien à perdre, tu veux foncer, bien, tu peux. Tu es plus vieux, tu as des choses à perdre, bien, tu peux commencer en hobby puis plus tard le transformer. Fait que l'idée, c'est toujours de se poser les bonnes questions, faire le tour de la question, prendre le temps d'y penser, puis d'y aller selon notre feeling. Là, après ça, il faut suivre le feeling. Il faut faire confiance à notre petite voix dans notre tête. Même si des fois, la petite voix a dit
Il y en a une qui dit oui, il y en a une qui dit non, mais il faut faire confiance. Ange et démon. C'est ça. Oui, puis d'y aller avec son intuition, parce qu'il y a une intuition qui est là, qui nous sert à l'intérieur de chacun de nous. Oui. Puis je reviens avec la raison. Là, dans une vie antérieure, j'avais un coach, un consultant avec qui je travaillais, puis il me disait, peu importe le type de business dans lequel tu te retrouves, si tu n'es pas là pour une raison, tu vas être là pour une saison. Ça ne durera pas. Donc, je pense que c'est important. La raison, quel est mon leitmotiv de me mettre en action, de me lever chaque matin, puis d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, puis d'avoir le goût de faire ce que je fais. Donc, c'est quoi ma raison? Puis toi, ben écoute, je te le disais tantôt, puis je me répète, il y a une mission en arrière de tout ça. Mm-hmm. Il y a une mission. Il y a une mission humaine, il y a une mission au niveau de l'agriculture, au niveau de l'autonomie alimentaire, OK, qui est très importante, qui t'anime, qui t'habite. Maintenant, mais écoute, les gens qui nous écoutent, là, OK, ils ont le goût, parce que là, on arrive à la fin. Là, ils ont le goût d'aller voir chez vous, ils ont le goût d'avoir tes produits ou d'en apprendre davantage. Ils font quoi? Ils vont où? Ils s'adressent à qui? Bien, l'idée, c'est peut-être de commencer par visiter le site web, donc agriculteururbain.ca. Okay. Donc, l'entreprise Agriculteur Urbain. Fait que le site web présente un peu les nouveaux produits que j'ai développés, tout ça. Et je regarde beaucoup pour aller vers des vidéos YouTube. Okay. Donc, faire des vidéos explicatives. Parce que les gens ont toujours les mêmes questions. Puis, c'est bien beau avoir une petite foire aux questions où on répond. Mais je pense que je vais y aller dans... Un peu comme toi qui es rendu dans un podcast en visuel, ouais. Bien, j'irai peut-être avec des capsules informatives parce que j'aimerais ça informer les gens pour qu'ils puissent y aller à leur rythme et qu'ils puissent commencer à quelque part. Parce que la base, c'est de commencer. Fait que dans tous les cas, s'il y en a que ça les intéresse, ben n'hésitez pas à communiquer avec moi, visitez mon site web, prenez des références si ça vous intéresse. Mais je pense que... Ben c'est ça, je n'ai pas d'autres... je me suis perdu un peu dans ma réponse. Mais tu es facile à rejoindre, donc à l'agriculteururbain.ca. Et les gens qui veulent explorer des produits ou l'opportunité d'installer des produits en entreprise. Puis tantôt, je reviens sur ta suggestion. Là. Tu sais, au lieu de donner de l'argent chaque jour, puis je dis pas que c'est pas bien de le faire, là, mais de travailler et de donner l'opportunité à des gens de s'éduquer en alimentation, en créant des serres ou des moyens chez eux de pouvoir produire puis d'atteindre un certain niveau, même si ce n'est pas à 100%, comme tu disais, un certain niveau d'autonomie alimentaire. Je pense que c'est important de ce conseil. Oui, c'est ça. Puis on peut commencer avec 15 plants puis d'en avoir plus. On y va progressivement, mais il faut commencer quelque part. Puis c'est de fournir l'équipement puis l'accompagnement. Parce que souvent, les gens, c'est comme... souvent, il y a des subventions pour payer un équipement X. Ouais. Ou payer une bâtisse. Mais après, il n'y a plus d'argent et de ressources pour la faire vivre. Fait que d'avoir un mix entre, on fournit l'équipement, mais on fournit aussi un accompagnement qui fait que l'équipement ne finira pas dans le fond d'un placard. C'est pas ce qu'on veut. Fait que c'est de commencer peut-être par, entre autres, communiquer avec moi, voir qu'est-ce que les gens veulent faire. C'est tellement diversifié. Est-ce que vous voulez produire pour vous à la maison ou vous voulez produire pour en vendre, pour en donner? Pour faire comme moi. Tu sais, à la limite, s'il y a plusieurs agriculteurs urbains partout au Québec, c'est une très bonne nouvelle. Mon but, c'est pas d'être... exclusif. L'exclusif, exactement. Moi, ce que je veux, c'est... Quand j'ai développé, j'étais de la relève agricole, ce que je voulais, c'était dire, moi, je suis à Québec, je vais produire pour les gens de Québec, puis j'attends juste que quelqu'un au Lac-Saint-Jean me dise, moi, je veux produire pour les gens du Lac-Saint-Jean. On va me faire plaisir de l'accompagner, puis il me doit rien. Là. Il peut acheter des équipements, des formations, puis après... Il peut être autonome ou faire partie d'un réseau plus grand où on va tous se connecter ensemble, les agriculteurs urbains, pour essayer de partager les connaissances. Tout à fait. Donc, ici se termine notre entretien, notre podcast d'aujourd'hui. Donc, Rémi Carrier, merci beaucoup. Rémi Carrier, l'agriculteur urbain. Très chers auditeurs, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, peut-être vous avez eu le goût, là, en écoutant le podcast, d'aller tout de suite sur votre portable ou votre téléphone pour aller chercher plus d'informations. Mais je vous invite vraiment à aller voir, consulter la page web, de vous référer à Rémi pour des projets futurs ou des collaborations futures également. Donc, je vous remercie de votre présence,
confiance, de votre écoute. Vos commentaires, vos observations sont toujours les bienvenus. Donc, en bas de ce podcast, vous pouvez m'écrire. Vous avez toutes les coordonnées aussi pour me rejoindre via les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup de votre présence, de votre assiduité. Et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast de Ceci n'est pas du coaching. À très bientôt. Au revoir.